il faut changer notre vue sur le dépistage. Parce que longtemps, on a dit, mais finalement, ces tumeurs sont graves. Est-ce que le dépistage est vraiment utile? La réponse est oui, fondamentalement oui. Bonjour, Pascal Pujol, je suis professeur de médecine à la faculté de Montpellier et je suis le responsable du service d'oncogénétique au CHU de Montpellier. La génétique, de façon historique, s'intéresse à ce qu'on appelle les prédispositions familiales ou héréditaires. Alors, on va les distinguer en fait en deux grands groupes. On a des prédispositions qui touchent les enfants, sont des formes pédiatriques. On a 3 ou 4 gènes qui malheureusement sont des prédispositions génétiques aux tumeurs et qui vont toucher les enfants. Donc ça, il faut y penser quand le glioblastome touche des jeunes gens ou des enfants. C'est important, pourquoi? Parce que si on caractérise la prédisposition, on va être capable d'avoir une stratégie de dépistage chez les apparentés, chez les frères et sœurs. On va avoir le traceur de risque familial en identifiant l'anomalie génétique et on va s'en servir chez les frères et sœurs pour déclencher un examen, la plupart du temps radiologique, visant à dépister précocement le glioblastome. Et puis, il faut penser à une forme familiale chez l'adulte dès lors qu'on a ce qu'on appelle des associations syndromiques. Et on a 2 grands groupes d'associations syndromiques. La première, c'est une association glioblastome et tumeur digestive. Ça s'appelle le syndrome de Turco. Ou bien encore, un deuxième type qui s'appelle le syndrome de Li-Fraumeni, qui va associer ces glioblastomes avec des tumeurs un petit peu différentes et un petit peu éparses au niveau des sites. Ça peut être des hémopathies, ça peut être des sarcomes, ça peut être des cancers du sein et des cancers du poumon. Aujourd'hui, au-delà de ces formes familiales, il y a une autre génétique, qui est une génétique acquise. Donc chez la personne, il n'y a pas de variation génétique à l'état constitutionnel. En fait, on a une variation génétique qui est acquise que sur la tumeur. D'accord? Et donc ça ne peut pas se transmettre, c'est pas hérité, ça ne peut pas se transmettre. En revanche, cette anomalie génétique présente sur la tumeur est de forte valeur ajoutée. Le diagnostic, ça nous permet d'avoir de la précision sur les sous-types moléculaires de ces différents glioblastomes ou astrocytomes. Et deuxièmement, ça va être un ciblage pour ce qu'on appelle des thérapies ciblées qui, comme leur nom l'indique, vont essayer d'utiliser l'anomalie génétique pour aller toucher la tumeur. Aujourd'hui, il faut changer la vue qu'on a sur les cancers graves. C'est vrai pour le glioblastome, pardon. C'est vrai pour les cancers du poumon, pour les cancers du pancréas, qui sont donnés comme des tumeurs de mauvais pronostic. Il faut changer notre vue sur le dépistage. Parce que longtemps, on a dit, mais finalement, ces tumeurs sont graves. Est-ce que le dépistage est vraiment utile? La réponse est oui, fondamentalement oui. Pourquoi? On sait aujourd'hui qu'un cancer du pancréas, du poumon ou un glioblastome, si on le dépiste précocement, on a un pronostic qui est complètement changé. Et ça, donc il faut vraiment sortir de cette espèce de dogme qu'on avait que le dépistage ne vaut que pour les cancers pour lesquels on a des thérapeutiques avec des taux de succès très forts. On a des campagnes de dépistage aujourd'hui pour les cancers du poumon. De la même façon pour le glioblastome, lorsqu'on a identifié un risque familial, il faut déployer les surveillances radiologiques. La première année, l'IRM, qui va permettre de détecter des lésions très petites. Et on sait qu'on est curable aujourd'hui sur des glioblastomes de petite taille. Donc ce n'est pas parce que le cancer est grave qu'il faut remettre le dépistage, c'est même tout à fait le contraire. Je pense que quand on a une tumeur grave, il faut au contraire mettre l'accent sur des diagnostics plus précoces et mettre ces stratégies de dépistage.
On a une limitation aujourd'hui de nos ressources conventionnelles, il faut le dire. Dans le glioblastome, à la fois la chirurgie, alors la chirurgie est extrêmement utile dans les stades dits précoces. Lorsque la tumeur s'est développée, il reste la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais on touche aux limites de ces traitements conventionnels pour plusieurs raisons, parce que la chimiothérapie diffuse moins dans le système nerveux central, parce que la radiothérapie a des effets secondaires très forts et limite aussi les doses que l'on peut faire, et puis parce que l'évolution de la cancérologie et les grands progrès se font à partir d'un meilleur ciblage vers la tumeur. Et ce ciblage, on l'a beaucoup par les anomalies génétiques propres à la tumeur. Alors ça peut être utilisé à deux niveaux, soit parce qu'on veut vectoriser un traitement que vers la tumeur, c'est-à-dire on veut mettre de la chimio, il y a des développements de la chimiothérapie qui se servent, on accroche en fait une molécule de chimio à quelque chose qui va reconnaître la tumeur, ou bien l'immunothérapie, pareil, on va essayer de la cibler vers la tumeur, ou alors des fois on a un médicament qui va contrer cette voie directement. Donc on est plein d'espérance, mais on a aussi des résultats que l'on voit poindre, donc c'est une espérance à moyen et à court terme. Le rôle des associations de patients devient prépondérant à tous les niveaux des progrès médicaux. Le premier point, c'est l'accompagnement des familles et le soutien. Le deuxième point, il faut accompagner la recherche. Et enfin, il y a un rôle double d'information du grand public et des familles, donc de diffusion de cette information. Et puis il y a de plus en plus un rôle vis-à-vis des tutelles. De plus en plus, on a besoin des patients experts et des associations pour réfléchir au protocole d'études et surtout aux thérapeutiques innovantes. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'évaluation. Qui d'autre que les patients peuvent évaluer la qualité de vie, l'apport des nouveaux traitements. Et donc ça, l'Institut national du cancer, la HAS, aujourd'hui va faire appel de plus en plus à ces associations et à leurs patients experts pour développer aujourd'hui l'évaluation autour des traitements innovants. Donc il faut remercier l'association Les Étoiles dans la mer parce qu'elle va cocher toutes les cases des missions qu'on attend aujourd'hui d'une association venant en aide à des patients.